Voilà, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, j'allais dire des gens d'ailleurs, Sylna Mortin de la HIGVD et Michael Perret de la Haute École de Gestion ARC qui vont nous présenter ensemble le podcasting comme méthode d'évaluation. Alors, je vais leur laisser la parole. Ils vont nous expliquer d'où leur est venue cette idée et pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à travailler là-dessus. Ils vont nous présenter quelque chose. Et ensuite, on pourra échanger sous forme de questions-réponses autour de cette thématique. Bah, bienvenue à vous, merci de nous recevoir aussi. Donc, Sinla et moi, on est les deux enseignants de communication notamment. On a visiblement plusieurs cordes à notre arc respectif. Mais on a eu fait avec d'autres collègues à l'époque un projet sur le podcasting comme méthode d'évaluation. Puis nous, le but aussi, c'est de le présenter maintenant dans les différentes HEG romandes et à l'EHL également. Parce qu'en fait, cette méthode d'évaluation, elle devient un peu opportune à l'heure actuelle. En tout cas, on voit qu'il y a un intérêt pour les enseignants à le pratiquer ou en tout cas à demander à ce que des étudiants, étudiantes pratiquent le podcast, fassent du podcasting pour une partie en tout cas de leur évaluation dans certains cours, dans certains modules. Donc, on va présenter cette chose-là ce matin. Donc, effectivement, moi, je vais m'appuyer dans un premier temps sur une présentation. Puis après, avec Sylna, on va avoir une à distance ou plutôt des recommandations sur comment déployer ça plus concrètement. Donc, pour commencer, moi, je vais faire une introduction un petit peu du projet, le présenter, montrer un petit peu ce qu'on avait fait, parce que ça s'est basé sur une recherche qu'on avait menée. Alors, recherche, c'est un grand terme, mais c'était un projet qu'on avait mené avec la HEGVD et la Haute École Arc. Les résultats qu'on avait obtenus à l'époque, et puis justement, ensuite, ces recommandations et comment elles peuvent s'appliquer maintenant. C'est assez rigolo de voir l'évolution historique. Donc, quand je dis l'époque, c'est quoi? C'est en gros, ce qu'on avait fait, c'était une recherche sur le podcasting éducatif pour l'évaluation entre juillet 21 et juin 22. Donc, en fait, on était en plein dans une espèce de période de cours parfois à distance exclusivement, si vous vous en souvenez. Et puis, ce qu'on avait obtenu, c'était des fonds de la HESSO pour un appel sur la numérisation des filières d'études et l'enseignement à l'ère du numérique. Et on s'était dit que le podcasting éducatif comme méthode d'évaluation, c'était un sujet assez intéressant parce qu'il était peu pratiqué. Donc c'est effectivement avec plein d'autres collègues à l'époque qu'on avait mené cette étude, notamment aussi si vous connaissez Ariane Dumont, et puis d'autres personnes qui ont notamment arrêté de travailler à la HESSO depuis, mais on les remercie encore pour ce projet. Donc, ce qu'on avait essayé de faire, ou plutôt avant d'expliquer ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'entende sur ce que c'est un podcast, qu'est-ce que c'est le podcasting. Mais très brièvement, le podcast, c'est donc un fichier audio ou vidéo qui est publié sur Internet ou une plateforme de partage de contenu, et puis pour écoute ou visionnage ultérieur. Donc, il y a une idée aussi de série dans le podcast. Généralement, on a plusieurs épisodes. On a quelqu'un qui fait du podcasting, donc c'est la pratique du podcast qui propose plusieurs épisodes à intervalles plus ou moins réguliers sur des sujets variés, etc. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est justement des pratiques qui relèvent du podcasting ou qui relèvent du podcast. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'enseignement, on va être moins. Enfin, je vais définir aussi après les différents types de podcasts, mais on n'a pas besoin d'être hyper strict. Le plus simple à réaliser, c'est le podcast audio. Et puis, le plus compliqué, parce que c'est un effort total, c'est le podcast audiovisuel, parce qu'il faut faire finalement de la vidéo. Et puis, après, en enseignement, on peut l'appliquer de différentes manières. Par exemple, une enseignante pratique du podcast en demandant à des étudiants de faire des slides commentés sur PowerPoint. On pourrait considérer que c'est effectivement du podcast, pour autant que ça soit diffusé ensuite en ligne ou écoutable ultérieurement. Dans l'enseignement, justement, ça se pratique depuis les années 2000, principalement en fait comme ressource pour des étudiants. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant parce que généralement, c'est fourni aux étudiants et ça encourage l'apprentissage en profondeur dans les domaines métacognitifs, cognitifs et affectifs de l'apprentissage, comme vous le voyez. Donc, c'est vraiment, certes, la transmission d'informations, mais quand vous
proposer aux étudiants ensuite de concevoir du podcast, eh ben, ça devient plutôt ce qu'on appellerait justement, c'est le domaine de l'action, hein, selon Berthiaume. Donc, on est plutôt dans la gestion de projet. Donc, on va construire des apprentissages, on apprend sur un sujet et on le restitue. Mais ça implique aussi des soft skills et puis des interactions avec les autres membres d'un groupe, par exemple, etc. Donc, c'est un élément qui est assez intéressant. Donc, le podcast, ça peut être utilisé par l'enseignant comme une source d'information, mais si on demande aux étudiants de le faire, eh bien justement, ça permet de la construction d'apprentissage. Il y a différentes typologies ou de types de podcasts dans l'enseignement. Je vais aller assez vite dessus. On a ce qu'on appelle les podcasts informatifs, donc tout ce qui est concept, analyse, synthèse, des descriptions d'outils, d'équipements, etc. Ça peut être assez intéressant, hein. Typiquement, la semaine passée, on a fait une présentation similaire à la HEG Arc à Neuchâtel. Et puis, on a eu la chance d'avoir un collègue de la santé qui présentait, lui, le podcasting. Et ce qu'il demande, par exemple, à ses étudiants de faire, c'est de définir par groupe un concept en psychiatrie. Eh bien, ils vont définir un concept qu'ils vont appliquer à un cas que l'enseignant leur transmet. Donc, en fait, on peut avoir après plusieurs épisodes autour d'un même cas donné par des étudiantes et des étudiants qui vont traiter différents concepts psychiatriques pour comprendre et analyser le cas. Donc ça, c'est du podcasting informatif. On a les podcasts avec feedback aussi qui existent ou avec commentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des podcasts qui donnent des retours sur les tâches à réaliser pour les étudiants ou par les étudiantes, du travail de groupe. Ça, c'est une forme tout à fait intéressante. Personnellement, que je n'ai jamais expérimenté, que je connais assez peu. On a les podcasts avec consignes, marche à suivre, donc tout ce qui est travail appliqué, exercice, recommandations, etc. Ça, c'est aussi un élément qui est assez intéressant. On a remarqué avec Silna récemment, en contactant de nombreuses personnes qu'on a rencontrées qui pratiquent le podcast, que des fois, de donner des consignes audio aux étudiants, étudiantes, en plus des consignes qu'on va donner en classe, eh ben, ça les aide pour toute une série de profils, on va dire, typiquement les profils 10, ou donc dans une perspective inclusive, les consignes audio, c'est des éléments qui semblent être aussi très intéressants, ou en tout cas, le retour était assez bon pour les enseignants qui faisaient faire du podcast aux étudiants et qui en plus donnaient les consignes par oral, via aussi des espèces de petits épisodes. Et puis après, on a les podcasts qui relayent des ressources primaires, donc tout ce qui est matériel créé pour un public, non pas pour un cours, donc interviews, émissions radio, télé, etc. Donc on aurait un peu, elle aussi une causerie en québécois. Ça irait là-dessus. Donc vous voyez des fois, en fait, pour les étudiants, ce qu'on peut leur demander de faire, c'est un mix entre podcast informatif et ressources primaires. C'est par exemple, eux font une interview de personnes externes. Je vous donne un exemple d'un projet d'une collègue de la HEGR qui, elle, avait demandé à des étudiants d'aller interroger des responsables RH dans des entreprises. Donc, on a des interviews qui sont utilisées, c'est des ressources primaires, puis après, on peut les découper et les insérer dans des podcasts informatifs où là, les étudiants vont analyser, présenter des concepts, etc. et peuvent s'appuyer sur des ressources primaires pour démontrer, leur dire ou essayer de démontrer qu'ils n'inventent pas ce qu'ils ont avancé. Donc, j'ai dit ça, je poursuis. L'idée étant de montrer donc, que le podcast, il y a d'autres dimensions aussi. Comme j'ai dit avant, il y a une dimension audio ou alors audio et vidéo, ce qu'on appellerait des vodcasts ou screencasts. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a une certaine longueur pour les podcasts, courts, 1 à 5 minutes, moyen, 6 à 15, ou long, plus de 15 minutes. Dans un cadre d'enseignement, plus de 15 minutes, donc demander aux étudiants de faire plus de 15 minutes. On m'avait noté à l'époque que c'était déconseillé, mais en même temps, on voit que ça peut être très intéressant. Justement, ça demande un effort certain de entrevoir des épisodes scénarisés où les étudiants vont parler plus de 15 minutes. Mais ça peut être enfin, il faudrait le retenir. Ce qu'on voit aussi avec Silna, c'est que des fois, en fait, les enseignants sont assez tentés de demander des formats moyens, 6 à 8 minutes. Mais 6 à 8 minutes, ça reste en fait très court pour développer un concept, appliquer des éléments, etc. Et donc, ce qu'on considérerait comme un podcast moyen tournerait plutôt autour des 10 à 15 minutes. Tu me dis, Silna, si je dis pas trop d'âneries. Voilà. Et après, justement, les podcasts, il peut y avoir plusieurs voix ou une seule. Ça peut être formel ou informel, amical. Alors, ce qu'on constate souvent avec les étudiants, c'est que ça va être lu, ça sera plutôt formel. On peut l'orienter aussi, l'enseignante peut l'orienter d'un point de vue formel ou non, laisser une liberté de ton. Et puis, ça peut être aussi décliné selon les différents objectifs pédagogiques de la
taxonomie de Bloom, donc apprentissage ou plutôt création, etc. Et donc, justement, ça peut être de l'information, de l'analyse, du développement, l'incitation à la méta-réflexion, revenir sur ce qu'ils ont fait, produire un retour critique, etc. Et puis, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être très intéressant de les utiliser comme activité pédagogique, ou alors, justement, on va essayer de les inscrire dans un dispositif d'évaluation pour voir aussi ce qu'ils ont appris comme compétences, ce qu'ils ont acquis comme compétences, et ça fait pleinement sens. Et les compétences, on va les détailler plus avant avec Sylvain tout à l'heure, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a justement de nombreuses compétences en soft skills qui sont développées, mais aussi des compétences, bien évidemment, ou plutôt soit des connaissances ou des compétences dans la matière que l'on enseigne. Et ça, c'est aussi un élément qui est très important. Une critique qui revient souvent, c'est de se dire, mais est-ce qu'en fait, ils apprennent pas à faire du journalisme plutôt que de travailler ma matière? Eh bien, la réponse pourrait être oui et non, c'est-à-dire on apprend à faire un podcast, certes, donc quelque chose de l'ordre de la communication ou du journalisme, mais en même temps, on apprend sur le sujet. Voilà, les objectifs de notre étude, c'était donc de fournir tant aux étudiants qu'aux enseignants un outil qui permettrait l'acquisition de nouvelles compétences de communication, avec le podcast comme méthode et matériaux d'évaluation. Et puis après, il y avait cette idée donc de voir s'ils étaient capables de réaliser et de produire un podcast vidéo ou audio, excusez-moi, il y a une petite coquille, s'ils étaient capables de s'exprimer, d'argumenter pour convaincre, de se présenter autrui. Et puis si il et elle étaient capables de faire des choix pour adapter un sujet à une cible dans un contexte numérique. Et là aussi, c'est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, les personnes doivent vraiment réfléchir au contexte, à la forme, pour ensuite transmettre le contenu. Et puis, l'autre objectif, ben, c'est en fait, d'une certaine manière, et ça rejoint très fortement les réflexions qui ont lieu à la HESSO, mais ailleurs aussi, sur l'employabilité des étudiants et cette logique de e-portfolio, comment mettre, ou de portfolio tout court, mais comment mettre en valeur les compétences qu'on acquiert autres que celles liées à la matière, notamment, donc tout ce qui est les soft skills liés à la numérisation et à la digitalisation. La démarche, on avait fait ça sur 2 semestres. Donc, on avait une phase pilote, on avait réalisé des podcasts dans 2 classes pilotes. À ce moment-là, on avait prototypé une grille d'évaluation. Et puis, on avait fait à la fin de ce premier semestre un focus group avec des étudiants dans les 2 écoles, donc la HEIGVD et la HEG Arc. Ce qui nous avait permis, dans un deuxième temps, au semestre 2, de continuer de réaliser des podcasts dans 2 autres classes, de consolider la grille d'évaluation et puis de s'intéresser dès lors plutôt aux enseignants dans les 2 écoles partenaires, entre les enseignants qui avaient pratiqué le podcast avec les étudiants et puis d'autres qui n'avaient pas pratiqué et en fait, donc on aurait le groupe cible et puis les personnes qui ne sont pas du groupe cible. Les résultats, je vais vite aller dessus sur les étudiants et puis les enseignants ensuite. Donc, les étudiants disaient à l'époque, donc là, ça c'est en 2021-2022, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui posait problème, c'est de réaliser un podcast. Alors là, il faut comprendre aussi que pour cette phase-là, une des classes réalisait un podcast audio et l'autre réalisait un podcast audiovisuel. Et ce qui se passe, c'est que les étudiants qui notamment réalisaient un podcast audiovisuel, donc réalisaient des vidéos, étaient plus stressés, si on veut bien, ou plus dérangés que les étudiants qui devaient réaliser un podcast audio. Sentiment de stress, peur de l'échec, etc. Assez compréhensible. Il y avait aussi justement dans ces 2 classes la question de la quête du sens. C'est-à-dire, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça ne s'est pas destiné aux étudiants qui seraient intéressés à faire du marketing ou de la communication ou s'orienter vers une carrière de FP, etc. Donc, est-ce que ça a ce sens-là? Aussi, plusieurs personnes avaient expliqué à l'époque qu'il fallait des compétences techniques, notamment pour la partie, bien sûr, plutôt audiovisuelle. Donc, en fait, si on n'est pas bon dans la création de vidéos, si on n'est pas bon dans la prise de son, parce que là aussi, l'audio, en fait, joue un rôle extrêmement important dans une vidéo, eh ben, est-ce que ça pénalise pas l'entier du projet? Comment est-ce qu'on fait
pour créer un support visuel? Est-ce que ça a du sens dans un cursus ou après, on sera peut-être amené à être manager, etc. On a très peur de ce que ça va projeter comme image de soi, si on est par exemple filmé ou si on entend sa voix, qu'est-ce on projette comme image professionnelle ou non, authentique ou non, etc. Et puis, est-ce que l'enseignante ou l'enseignant n'est pas subjectif? Qu'est-ce qui permet de différencier un bon podcast d'un mauvais, un bon épisode d'un mauvais? Donc, les étudiants avaient relayé principalement ces préoccupations, ces difficultés. Et puis après, ces personnes avaient aussi formulé des recommandations au sortir de l'exercice. Et ce qu'elles disaient, c'est qu'elles désiraient obtenir un briefing précis, qu'est-ce qui était attendu, comment procéder, faire aussi une formation sur comment faire dans les heures d'enseignement, avoir des recommandations d'outils, et puis aussi avoir un choix dans les outils de création, c'est-à-dire leur laisser le choix sans recommander d'outils. Il y avait des fois une sorte de stress. Par contre, à l'inverse, quand on disait voilà les outils qui sont à disposition, mais vous choisissez là-dedans, et bien ça, c'était fortement apprécié. Aussi, comprendre tous les principes de diffusion. Donc, est-ce que pour les contenus audio ou audiovisuels, comment ça marche? Quelles sont les règles? Quel est le code éthique? Est-ce que je peux filmer des gens à leur insu? Est-ce que ça peut être mis en ligne? Est-ce que si je suis filmé maintenant en 2021, la vidéo est reprise par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc, elles avaient besoin de savoir à ce moment-là, ces personnes, qu'est-ce qu'il en était des principes de diffusion? Et puis, est-ce que ça serait diffusé? Ce qui est très intéressant, par exemple, c'est qu'au sortir de l'exercice, il y avait une attente, et on le voit aussi avec Simna en ce moment quand on rencontre des enseignants qui pratiquent le podcast dans d'autres contextes, c'est que souvent, en fait, quand ils ont fait un podcast, ils s'attendent à ce que le podcast soit accessible en ligne et qu'on puisse après le montrer, par exemple, à ses amis, à sa famille, etc., qu'on puisse avoir une source où on puisse se dire, ben, hey, j'ai fait cet épisode sur tel et tel sujet, écoute. Et puis aussi, ben, les étudiants recommandaient que l'enseignant ou l'enseignante, si elle pratique le podcast ou elle demande le podcast comme méthode d'évaluation, fournisse un exemple. Donc, voir ce que l'enseignante a pu produire ou en tout cas puisse aiguiller comme bon exemple à suivre. Ça, c'était pour les étudiants. Maintenant, il y a les enseignants. Quelles étaient les difficultés et préoccupations? Donc, on a eu une douzaine d'enseignants qu'on a rencontrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, ben, en fait, il y avait un manque de sens pour beaucoup d'enseignants qu'on a rencontrés qui se disaient, mais en fait, ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin, c'est vraiment une technologie de substitution par rapport à l'examen, le rapport, etc. Et puis surtout, dans un cours en présentiel, demander ensuite de réaliser un podcasting, ça n'a aucun sens. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, en 3 ans, en 6 mois après, si je vous rappelle, novembre 2022, arrivé sur le devant de la scène, entre Ouais. guillemets, de ChatGPT. Donc, vous voyez, en fait, ça a très vite changé. Maintenant, le podcast, il peut être très intéressant, même dans un cours en présentiel, à la place ou remplaçant en partie une forme plus traditionnelle comme un rapport, où on voit que le rapport n'a plus aucun sens, ou en tout cas, c'est notre avis, dans une perspective des fois. Enfin, s'il n'est pas encadré par d'autres aspects que juste rendre un rapport à la fin, eh ben, on sait qu'il aurait été écrit à grande majorité avec l'IA générative. Les enseignants manquaient de compétences techniques. Donc, réaliser un podcast suscite un peu la méfiance, hein. Et puis surtout, en fait, ça engage l'image de l'enseignant, bien réalisé ou non. Est-ce que ma voix est intéressante si elle est calquée sur un contenu audio ou pire encore audiovisuel? Ça demande des moyens techniques. On n'a pas de temps. On n'a pas de contrôle sur le contenu de ce qui est présenté par les étudiants et on n'a pas de contrôle éventuellement sur le processus de réalisation au sein des groupes. C'est ce que relevaient la plupart des enseignants. C'est qu'en fait, la plupart essayent de lutter contre le syndrome du free rider, hein, du passager clandestin, ou alors aussi de la personne qui est le Saint-Bernard, entre guillemets, qui va ou de la passionnée ou du passionné qui va, au lieu de faire un podcast de 15 minutes comme demandé en classe, va faire 1h30 et plusieurs épisodes, et puis ensuite demander à ce que ces épisodes soient mis en ligne, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'était les questions que se posaient les enseignants à l'époque. Et puis, voilà ce qu'elles recommandaient aussi, ces personnes, c'est de proposer qu'il y ait à disposition un tutoriel sur comment faire, une formation éventuellement qui soit dédiée. Alors ça, je peux vous recommander, bien évidemment, la formation DevPro qui existe, hein, que Ariane Dumont donne sur le podcasting et qui est plutôt orientée justement comment faire du podcasting
en tant qu'enseignant, donc produire du contenu à destination des étudiants, pardon. Du partage de bonnes pratiques, donc qui est un peu un relais, voilà, telle personne a fait ça, voilà ce qu'on observe. Des pratiques transversales aussi, tout ce qui était en termes d'évaluation. Et puis, il y avait l'idée aussi de motiver les étudiants à le faire, donc non seulement les enseignants, mais qu'il y ait le soutien de l'institution, que l'institution se dise, on trouve que c'est une bonne idée. Et puis du matériel hein, de base. Pour maintenant, le podcast audio, on le verra, mais c'est très simple. Un smartphone, idéalement, un micro éventuellement sur lequel que l'on peut plugger sur le smartphone, un outil de montage, et il existe par exemple pour la plupart d'entre nous à la HESSO, j'imagine avec les licences, on peut accéder sans autre à Adobe ou Adobe, comme vous voulez, podcast. Donc, c'est assez facile de pouvoir utiliser ça. En 2022, c'était moins évident. Mais le smartphone faisait déjà des merveilles. Et puis, voilà. Un matériel de base, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, un cadre précis pour tout ce qui est réalisation. Donc, justement, tout ce qui est comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais vous voyez, c'est souvent des craintes d'enseignants de ne pas pouvoir s'intéresser à ça. Enfin, de ne pas pouvoir pratiquer parce qu'en fait, c'est nouveau. Que faire? Le résultat ou les résultats, on vous l'indiquera aussi dans le chat tout à l'heure, mais on vous mettra aussi à disposition, enfin je pense Nathalie, hein, les slides Oui, oui. de la présentation. Donc dans ces slides, j'ai fait des liens cliquables, mais en fait sur Cyberlearn, vous avez maintenant ces deux guides qui existent, donc, ou des manuels, je ne sais plus comment on appelle ça, des guides, excusez-moi, mais des guides spécifiques à l'usage des enseignants et un guide de podcasting pour les étudiants et les enseignants sur comment réaliser des podcasts. Alors, il y en a un qui me semble être un peu plus dédié au podcasting audiovisuel, mais il nous semble que c'est pas grave du tout parce qu'en fait, comme justement la réalisation de podcasts audiovisuels, c'est le plus exigeant, les recommandations qui Mhm. sont dans le guide vont très bien pour l'audio parce qu'en fait, vous pouvez supprimer toute la partie image, montage, etc. Bien sûr, il y a du montage à faire audio, mais c'est beaucoup plus facile, même si c'est pas anodin. Hein. Créer un podcast, insérer des petites virgules sonores, etc., ponctuer, scénariser, ça demande quand même du temps. À l'époque aussi, et là c'est peut-être une anecdote, mais pour une des classes pilotes, c'était celle que j'avais moi pour un cours sur les réseaux sociaux, stratégie, création de contenu. Ce que je leur demandais de faire, c'était donc de réaliser chacune une vidéo. Et moi, pour l'exercice, j'avais fait une vidéo sur comment réaliser une vidéo avec un smartphone. Donc, c'est une sorte de vidéo de consigne, si on veut bien. Pour réaliser une vidéo de 4 minutes, qui semblait d'ailleurs durer une éternité quand on la regarde, ça m'a pris 24 heures. J'avais communiqué à l'époque aux étudiants qui étaient rassurés de se rendre compte que ça prenait du temps et que l'enseignant faisait des choses et il y avait des erreurs. Et d'ailleurs, un des problèmes de ma vidéo, c'était le son. Il n'y a pas de miracle, même si j'avais utilisé des micros. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore j'avais pas acheté un micro-cravate, j'aurais dû, enfin bref. Deux, trois erreurs qui étaient assez intéressantes aussi pour montrer, bah voilà, ce que j'ai fait. C'est pas parfait. J'attends pas que ça soit parfait. Si je remontre cette vidéo, et je dis que j'ai pris 24 heures pour faire une vidéo en 2025 dans un cours réseaux sociaux à mes étudiants, ils me rient au nez. Parce qu'avec les outils actuels, réaliser une vidéo, ok, certes, on peut scénariser, prendre du temps, mais on peut couper ça en 3 ou 4. Hein. Donc, filmer, monter, etc., ça devient beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus instinctif aussi pour des béotiens comme moi, et si je peux inclure aussi certains étudiants, certaines étudiantes là-dedans. Bref, je m'égare, il y a ces résultats-là à votre disposition. Dans ces résultats aussi, dans ces guides, on a élaboré cette grille critériée sur donc ces différentes dimensions et puis aussi un détail sur le degré de maîtrise qu'il faudrait avoir, donc de 1 à 4. Et puis en fonction du cours, ce qui est assez intéressant, justement, c'est ça l'idée, mais je vous apprends rien avec une grille critériée, c'est de se dire, en fonction de mon cours, je peux dire que le degré minimum de maîtrise, c'est le 1 ou le 4, etc. Je vous donne un exemple, mais pour justement un cours sur les réseaux sociaux, si j'utilise la dimension qualité visuelle et sonore du podcast, je pourrais m'attendre à avoir plutôt un degré 2 ou 3 comme seuil pour la suffisance. À l'inverse, peut-être pour un cours autre sur une thématique, par exemple RH, gestion des RH, en fait, la suffisance pour la qualité sonore du podcast, si vous faites un podcast audio, elle peut être au degré 1. Voilà. Enfin,
On peut jouer sur ces éléments-là. Donc, en fait, dans ces guides, vous trouverez, enfin, pour les enseignants spécifiquement, il y a cette grille critériée. Il nous semble aussi que cette grille, elle garde de sa pertinence. En tout cas, les dimensions, elles n'ont pas changé entre-temps. Et puis, on pourrait encore éventuellement avoir d'autres éléments, bien évidemment, qu'on peut entrevoir, comme par exemple le processus ou des choses comme ça qui peuvent être aussi explicités et prévus dans cette grille. J'en viens enfin aux recommandations, et puis c'est là après que je laisserai aussi la parole à Silna, parce qu'elle, elle en a d'autres de recommandations. Mais en fait, ce qu'on constatait à l'époque et qui reste d'actualité, c'est qu'il y a des questions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle, pour tout ce qui est son, éventuellement bien sûr aussi image. Utiliser de la musique d'autres personnes, ça pose des questions, mais comme je disais avant, par exemple, des virgules sonores, on en trouve tout plein sur des bibliothèques donc de musique libre de droit. Euh, Aussi, comme recommandation, c'est de travailler l'acquisition de compétences digitales de base, d'où l'idée aussi que le podcasting, en fait, vraiment pris en compte dans certains cours, peut devenir un élément intéressant. Ça suscite, par exemple, des questions. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il faudrait entrevoir dans un cours, par exemple, de communication orale? Une des dimensions, c'est aussi la numérisation, si on veut bien, de la communication orale. Et puis aussi, et là, c'est plutôt une recommandation qui se base non pas forcément sur ce qu'on avait vu en 2022, mais maintenant, avec les personnes qu'on rencontre depuis, c'est de prévoir des périodes, et ça, je reprends le terme d'une collègue de la source qui disait, des périodes de guidance, donc des moments dans le cours où vous allez accompagner les étudiants sur la réalisation, sur quel est le format, quelle est la structure, de donner un scénario, d'avoir des éléments concrets, de revenir sur ce qu'ils ont fait pour pouvoir pointer. Donc vraiment ces périodes de guidance qui peuvent être assez intéressées. Et puis aussi, bien sûr, partager entre enseignants les bonnes pratiques, donner des exemples, etc. D'où l'idée aussi un peu éventuellement avoir une sorte de réseau sans forcément parler de communauté de pratique d'un point de vue formel, mais envisager aussi des gens qui se connaissent entre les différentes HES qui pratiquent ça pour pouvoir se donner aussi des retours et aussi à l'interne, bien évidemment. Ça peut générer une sorte d'émulsion. Et puis, bien sûr, la question, c'est est-ce qu'il faut déployer les infrastructures nécessaires? Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être pensé au niveau de la SO, au niveau des écoles, au niveau privé? Je vous donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de ce collègue de la HEARC Santé qui fait faire des podcasts aux étudiants. Ce que lui a fait, c'est qu'en fait, il a acheté une plateforme, enfin, il a payé un espace sur un site spécialisé un peu dans les audios, le podcast. Il a donc sa licence privée et puis c'est là qu'il a hébergé les audios faits par les étudiants. Et puis à partir de là, il peut les diffuser très facilement sur les plateformes habituelles de partage de podcasts, Spotify, je sais plus quoi là, bref. Vous excuserez, mais vous voyez ce qu'on peut utiliser, enfin iMusic, etc., etc. Donc Deezer et compagnie. Mais on pourrait avoir cette réflexion au niveau du domaine, de l'école, que sais-je encore. Et avec ça, il y aurait d'autres recommandations de Silna. Je ne sais pas si je laisse cette slide-là ou si tu veux qu'on arrête le partage, Silna, pour qu'on aille plus. Non, mais je peux enchaîner là-dessus, d'autant plus que, comme on a déjà évoqué pas mal de choses, je vais me contenter de faire un update 2025 de tout un tas de choses qui sont finalement saut 2022. Enfin, on pouvait pas le prévoir, mais c'est rigolo parce que, en effet, le gros enjeu au moment où le projet a été réalisé, c'était vraiment les enjeux techniques. Mais comment on va faire? On ne saura pas quoi dire aux étudiants. Il faut se former là-dessus. Il faut avoir des cours complets sur. Et puis, bon, aujourd'hui, alors moi j'ai toujours des classes avec du podcasting, on essaye encore de tenter des trucs. La technique, il n'y a personne qui, enfin, on a la possibilité de louer du matériel professionnel s'il faut, c'est plus du tout un enjeu, c'est même pas, enfin, ça se discute même pas. Ce qui est beaucoup plus un enjeu, c'est la question de la problématisation, enfin, comment amener des étudiants à identifier des enjeux et puis d'avoir des données qui soient quand même suffisamment
valide pour que il y ait que ce soit un podcast et pas simplement un exposé d'école primaire sur l'ensemble des châteaux de Suisse romande, quoi. Donc, il y a quand même ce petit passage-là à faire. Et pour ça, ce qui est conseillé, c'est d'accompagner, de fournir le corpus théorique. Il ne faut pas attendre des étudiants que ce soit eux qui fassent les recherches et qui fassent le fact-checking. Il faut commencer avec une consolidation de l'information que eux mettront en histoire et puis en podcast. Alors ça les fait renouer avec la question du storytelling, hein, avoir une intention de communication, une structure qui permet d'accompagner un objectif. Et là, la pratique, c'est d'avoir des gabarits. C'est une pratique qui aide bien, donc d'avoir un document très structuré qui explique les éléments de structure qui sont incontournables, et ça permet aussi d'en faire un critère objectivé qui est assez intéressant. Ça oblige aussi à penser les questions de densité, puis ça c'est intéressant par rapport à l'IA, parce que la prose d'IA, comme chacun le sait, c'est très général, il y a pas c'est pas tellement dense de la prose d'IA. Et là, en leur demandant de respecter un format contraint, ils arrivent à comprendre la différence entre une phrase ou une séquence qui ne contient pas d'informations et une séquence qui en a une. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui n'empêche pas. Et puis, si on les amène aussi à se mettre dans une posture de pratique réflexive, donc de parler non pas de un sujet, mais de l'acquisition de leurs compétences, de la présentation de leur profil face à un employeur, bah, j'utilise moins l'IA, parce que l'IA ne sait pas traiter des contextes spécifiques, enfin, en tout cas pas le leur. Donc ça les ramène à une certaine forme d'authenticité. Et puis, la réflexion, enfin, ça incite aussi, selon les formats, une certaine forme de pratique réflexive. Et c'est vrai que ça oblige à une certaine mise en scène de soi. Et ça repose quand même la question de justement quel effet est-ce que je produis, quel effet peut avoir ce que les gens voient ou ce que les gens entendent. Et voilà, ça les amène sur des réflexions qui sont finalement assez intéressantes. Enfin, on n'a pas besoin de les pousser fort pour qu'ils s'en emparent. Donc la question technique est complètement passée au deuxième temps. C'est plutôt la question de mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, c'est quoi une bonne histoire, est-ce que c'est pas subjectif. En revanche, l'application des critères de la grille critériée, ça fonctionne très bien. Ça permet d'objectiver sur des éléments de structure qu'on arrive à constater dans des gabarits. Et puis on arrive tout à fait bien à produire quelque chose qui soit dans un ton qui n'est pas trop conséquent, qui soit acceptable comme évaluation et qui soit formatif. Dernier élément, les personnes qui s'y ont essayé, vraiment, se sont dit, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire à des étudiants. Alors, pas tous, mais il y en a, c'est chouette ce qu'ils ont fait. On aurait envie de le mettre en évidence et puis on aurait envie de saluer la prise de risque. Ils ont fait un truc, on les voit, c'est frais, on a le sentiment d'avoir un contact avec justement le mode de pensée des étudiants ou leur monde. Et ça, c'est super intéressant. Le truc, c'est que dans les institutions respectives, la question de la diffusion ou de la pérennisation ou de la présentation de ces produits, elle n'est pas encore réglée. Alors, il y a une échappatoire, c'est de passer par les e-portfolios, ce qui est fait dans le cadre notamment de la santé. Donc, c'est de laisser à l'étudiant finalement la possibilité de sa propre diffusion auprès des personnes qui l'intéressent, et d'avoir quelque chose qui est en ligne, pérenne et sur lequel l'étudiant aurait la maîtrise, qui n'est pas une chaîne de diffusion, mais qui peut être fournie à un employeur comme illustration du travail fourni, et à sa famille aussi si on a envie. Dernier élément, j'étais les derniers jours à un colloque sur qui s'appelle Management en série, donc comment illustrer des pratiques de management au travers de séries télévisées. Et justement, la réflexion que je me faisais, on m'a demandé les numéros de téléphone de la collègue neuchâteloise qui a utilisé le podcast dans son cours de RH. Il y a moyen de s'amuser avec et d'inclure les étudiants dans cet amusement avec des choses qui sont à la fois tout à fait sérieuses et aussi tout à fait ludiques et qui les impliquent dans ce qu'ils sont et dans les outils qu'ils aiment utiliser. Voilà.
Je crois que c'était merveilleusement synthétique, mais il me semble qu'on a fait le tour. Mais merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et peut-être que je vais faire le lien. Donc, effectivement, ce genre de pratique demande un effort tant pour l'enseignant que pour les étudiants, respectivement étudiantes, enseignantes. Mais mon collègue qui vient de donner une conférence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de contenu marketing et comment faire pour avoir les droits sur ce qui est produit, disait, il n'y a que si vous faites des efforts que vous allez créer de la valeur. Et je pense que là, c'est intéressant de le ramener dans leur apprentissage, tant des deux côtés, hein. Je pense que c'est important, c'est qu'effectivement, partir vers ce genre d'expérience demande des efforts, mais la valeur de l'apprentissage, tant alors sur le contenu de la matière, moi je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est qu'ils doivent aller chercher des sources primaires, ils doivent aller peut-être effectivement faire des interviews et autres, mais tant de ce côté-là que sur le côté de développement de compétences numériques, et Dieu sait si on est sensible à cet aspect, est important. Alors moi, je vous dis déjà un immense merci pour cette présentation. On va arrêter peut-être là l'enregistrement.